Voilà. Je réfléchissais au fait que nous ne sommes pas vraiment nombreux pour un sujet qui aurait dû mobiliser davantage, me semble-t-il. Et je me faisais cette réponse optimiste, c'est que nous sommes une avant-garde. Nous sommes une avant-garde au sens que je vais essayer de définir tout à l'heure. Une avant-garde d'un peuple psychanalytique, on va dire, qui est plutôt majoritairement, très majoritairement, du côté d'un populisme plutôt de droite, il faut bien le dire. Donc nous sommes sauf à Toulouse, naturellement. Non, c'est vrai, je le pense. Je dirais, il se trouve qu'à Toulouse, il y a eu un travail de fait au long des années qui fait que la situation n'est sans doute pas la même qu'à Paris, où vraiment, c'est bien cette façon non consciente, parce que la non-conscience accompagne l'affect populiste, puisque une théoricienne comme Chantal Mouffe a mis l'affect au premier rang du populisme de gauche. Voilà, bon, je fais cette introduction pour me donner le moral, en fait, devant notre nombre plus restreint que ce que j'aurais imaginé. Voilà. Alors, donc, ce concept de populisme, dont déjà beaucoup de choses a été dit, il est en proie à deux contraires, populisme de droite, populisme de gauche. Le populisme de droite ayant été longtemps sur le devant de la scène, et ce n'est que depuis très récemment qu'il existe un populisme de gauche théorisé, que Mélenchon l'a pris à son compte après avoir été très réticent. Et à chaque fois, ce populisme s'instaure sur une base, c'est notable, et c'est même parfois dit comme tel, de la dichotomie de Carl Schmitt, du nazi Carl Schmitt, entre émis et ennemis, eux et nous. C'est-à-dire, il existe un populisme de droite où c'est déterminé par l'opposition, une opposition ethnique, c'est-à-dire sur une base finalement les Français ethniques. Donc le nous est ainsi clairement défini, et le eux, c'est les étrangers en général, ou bien les représentants des multinationales, ou bien les représentants de l'Europe. Bref, quelque chose qui est extérieur à ce que serait l'ethnie française. Quant à ce qui a pris de l'élan dans les dernières années avec un populisme de gauche, on peut dire que c'est l'opposition entre un nous purifié de ces scories des puissances financières. Voilà. Donc, le peuple, ce qui serait le peuple, c'est une communauté supposée souveraine, mais qui est pris à partie entre ces deux acceptions du populisme. Je veux dire par là qu'il y a une lutte pour représenter le peuple entre ces deux acceptions, à laquelle s'ajoute une troisième, celle des locataires du pouvoir, qui eux aussi ont leur usage du populisme entre les progressistes et les fainéants conservateurs, eux et nous. Donc vous voyez, rien que ce tiraillement dénote une grande incertitude conceptuelle, puisqu'il s'agit de contraires qui s'opposent. C'est extrêmement équivoque, et au fond, ça aboutit à un enfumage de la notion de lutte de classe qui s'appuie sur une toute autre sorte de délimitation. Donc l'ethnie, comme le E du côté de droite, est voilà, tout à fait opposé au populisme de gauche, donc. Et tout cela pour la conquête du peuple. La conquête du peuple. Alors, du fait de la confusion qui règne à propos de ce terme, c'est l'affect qui va primer, l'affect. Hein. C'est-à-dire, il y aura les amis d'un côté, et ils vont se rassembler parce qu'ils ont le même grand ami,
c'est-à-dire un leader, c'est ça. Il y aura un leader charismatique, et Chantal Mouffe, par exemple, le déclare comme tel. Hein. Je cite, pour créer une volonté collective, il faut un personnage qui puisse représenter leur unité. Il ne peut pas y avoir de moment populiste sans idole, c'est évident. Hein, donc c'est une citation claire, qui nous promet soit un Napoléon de droite, soit un Napoléon de gauche, au choix. Hein. Voilà. Mais il faut voir que ça se fait sur une espèce d'enfumage, de confusion, des oppositions économiques et politiques réelles qui sont le soubassement de ce mouvement. Hein, ça veut dire que la grande effusion amicale, eh bien, elle fait passer la lutte de classe au second plan. Voilà. C'est assez frappant parce qu'il existe au moins une classe qui ne doute absolument pas d'elle-même, c'est bien la bourgeoisie. Ça, alors là, ils sont unis, il n'y a pas de division. Et la classe laborieuse... Hein, se paupérise? La bourgeoisie se paupérise? Non, voilà. Hein. Alors, la classe laborieuse, en revanche, elle est divisée, c'est-à-dire tout est fait pour la diviser, ou du moins les médias cachent que c'est une classe qui est toujours consciente d'elle-même et qui se bat pour ses intérêts vitaux. Voilà, je saute pour essayer d'être court. Alors, qui c'est ce peuple qui est courtisé des deux côtés? Pour Rousseau, comme vous le savez, un peuple le devient à la mesure d'un acte qui fonde un contrat social, de sorte que le peuple ne se structure que dans le conflit. C'est ce que je disais au début pour ce qui concerne les psychanalystes. Le peuple psychanalytique est en train de se structurer dans le conflit dont j'espère être un incendiaire de première ligne. Voilà. Donc le peuple ne se structure que dans le conflit, et c'est bien ce qui se passe tous les jours. Au moins pour ceux qui en sont informés, le conflit est là tous les jours. Et ce conflit fait de la multitude un peuple qu'il crée. La populace devient un peuple qui est réinventé lors de chaque révolution successive. Il n'y a pas de démocratie sans la puissance insurgée de la multitude qui s'affirme seulement de cette façon comme peuple. C'est ce qui devrait donner, assez vite d'ailleurs, au populisme de gauche un avantage complet, extraordinaire, qui devrait lui assurer une hégémonie à l'avant-garde du peuple, car le populisme de droite ne naît pas d'un contrat social, mais du rejet à l'extérieur de l'ethnie, par rapport à l'ethnie. Hein. Donc, je veux dire, à terme, le populisme de droite ne crée pas un peuple. C'est-à-dire que ça ne se rassemble pas ça ne se rassemble en un nous qu'à l'extérieur du peuple, hein, selon l'axiome du nazi Carl Schmitt. Hein, je répète nazi à chaque fois parce qu'on cite ce théoricien sans dire à quoi il a servi. Voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, au fond, on se rend compte que le terme de populisme ne sert plus à rien. Hein, il devient inutile, du moins pour les gens du peuple qui sont en lutte. Par exemple, si vous voyez une petite photo d'Africains en train d'occuper un McDonald's avec leur petit macaron CGT, c'est l'avant-garde du peuple français. Voilà, hein, je dirais ça tout à fait simplement. Nous ne sommes pas nombreux ici, je pense que nous sommes une avant-garde. Voilà. Et j'ajouterais même qu'il n'est pas sûr que Mélenchon soit à l'avant-garde lorsqu'il critique les syndicats. Voilà. Donc il y a un terrain très enfumé sur lequel Laclos et Mouffe, que vous connaissez, ont décrété l'hégémonie d'un populisme qui serait au-dessus des partis, qui serait de rassembler un pluralisme de mots d'ordre et d'adversaires dans une situation de division, alors que cette situation de division est créée par la bourgeoisie.
Donc, à partir de là, ils disent il faut construire le peuple, comme si le peuple n'existait pas auparavant, grâce aux Africains qui occupent un McDonald's et à ceux qui font ça tous les jours. Voilà. Hein. Donc, je crois avoir schématisé peut-être un peu trop les positions de Podemos en Espagne ou de la France insoumise, qui profitent assurément des faiblesses de la gauche telle qu'elle est, mais surtout des coups que la gauche a reçus de l'extérieur comme de l'intérieur. Voilà. Au fond, Mélenchon bénéficie de cet état de fait. Voilà. Alors, donc, Chantal Mouffe, à partir de là, dit qu'il faut renoncer à une politique s'appuyant sur la lutte de classe. Elle dit que au fond, le peuple ne serait qu'un effet de langage, sans consistance objective. Et donc, il y a cette position anti-rationaliste de l'affect, qui est tout à fait importante. Je crois qu'elle a été bien caractérisée par les deux exposés précédents. C'est-à-dire que ça joue sur une sorte de mystique du peuple qui serait auréolé de vertus imaginaires. Hein, c'est le concept du peuple vertueux de Mélenchon. Je ne suis pas sûr que la vertu, ça plaise beaucoup à terme, en tout cas pour moi, dans son acception habituelle. Hein. Donc ça se profite d'une confusion qui est jetée sur la lutte des classes. Voilà. Alors là, j'ai simplement, jusqu'à maintenant, dans cette introduction, essayé de souffler sur l'enfumage du concept de populisme, c'est-à-dire c'est une réalité idéologique certaine, et finalement les idées finissent par créer des forces effectives. Donc j'essaye de souffler dessus, et Chantal Mouffe et tout ce courant prend cet enfumage pour une disparition de la lutte des classes. Bon, avec les grèves qui sont en train de se développer, j'espère que ça lui remettra un peu les idées en place. Voilà. Je veux dire... bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Simplement, maintenant j'en viens à mon propos plus directement psychanalytique. C'est qu'une fois que ce brouillard est levé, il n'est pas levé, il faut quand même essayer d'éclaircir ça. Il faut avouer que l'affrontement que j'ai schématisé, enfin, pas moi qui l'ai fait, sous forme du terme de lutte de classe, eh bien, l'affrontement qui constitue de fait un peuple, ça ne se réduit pas à celui d'une lutte de classe économique. C'est mon sujet. Mon introduction a été un peu longue, mais voilà. Parce que ça se déroule sur le fond d'une conviction intime qui précède chaque sujet, qui la nourrit et qui la double en continu. Le peuple, c'est un ensemble de singularités et il s'est socialisé selon les exigences intimes de chacun. C'est une massification, à un moment donné, ou culturellement, tout le temps, des exigences intimes de chacun qui se renouvellent à chaque génération. Et cela, je le dis tout de suite, tout à fait indépendamment du mode de production, esclavagisme, féodalisme, capitalisme ou libéralisme financier, il y a toujours ce fond intime dans toutes les cultures. Le politique a été dominé par la relation à un chef et à un seul, à chaque fois. Et ça, dans d'autres formes de domination que celle de la lutte de classe, qui au fond n'a commencé mondialement qu'à partir de 1789. Il n'y avait pas de lutte de classe consciente avant. Attends, dis donc, je me risque, d'accord. La féodalité et l'esclavagisme, par exemple, se légitimaient autrement. Et la lutte de classe, donc, je le crois, n'a commencé qu'en 1789 comme lutte de classe consciente. Et depuis le début des temps, la légitimité d'un chef et d'un seul est appuyée sur un principe théologico-politique.
qui correspond, je le crois, c'est ma thèse, au point de vue freudien. Le leader est une résurrection du père que les frères appellent de leur vœu après l'avoir parricidé, envoyé au ciel, éternisé, c'est-à-dire selon la constitution de la religion. Et il serait tout à fait illusoire de penser qu'un tel pouvoir du souverain se serait installé uniquement par la force et grâce à une répression policière en continu. Il y a une légitimation par l'esprit des lois, comme l'a écrit Montesquieu, et il a même écrit que la tyrannie, ce qui serait une oppression pure en quelque sorte, ce n'est qu'une perspective limite qui n'existe nulle part. Il a imaginé que ça aurait existé un jour en Asie, quelque part. Voilà. Alors, lorsque Freud a écrit La maçonne psychologie, il s'est inspiré de Le Bon, comme vous savez, et il a situé le leader dans une position d'idéal. C'est comme ça qu'il a introduit l'affaire, qu'il a commencé à réfléchir. Maintenant, rétroactivement à ses travaux sur le père primitif, je crois qu'il faut donner un nom à cet idéal. Il s'appelle papa. Voilà. C'est la résurrection, le leader, d'un papa qui fut d'abord parricidé, puis réincarné sous les traits du souverain. C'est le retour céleste du refoulé du meurtre du père, du papa terrestre. Voilà. Alors, j'ai choisi ce titre un peu provocateur de l'amour du père par devant et par derrière pour parler de ce que fut le mouvement populiste d'origine, une espèce de mouvement populiste d'origine. Parce que si l'anthropologie psychanalytique a un sens, c'est celui de s'appuyer sur, je ne sais pas comment le dire, le noyau de nuit de la sexualité. L'organisation d'abord religieuse, puis politique d'une culture, furent hiérarchisées pour occulter ce motif absolument insupportable, pour faire comme si le rapport sexuel, entre parenthèses, avec le père, n'existait pas. C'est ça, c'est le refoulement. Et pourtant, cette illusion démocratique n'en est plus qui se prend en masse sous forme religieuse, avec la bonne nouvelle, j'y vais fort, mais je suis obligé, il n'y a pas de rapport sexuel, voilà, avec le père, il faut rajouter, mais c'est ce qui est justement, ce qui n'est pas dit par le rapport religieux lui-même, qui se fonde dessus et qui du coup l'ignore. Hein, voilà. Et à partir de là, on voit qu'il n'a jamais existé de peuple en soi, c'est-à-dire une masse d'individus donnés qui seraient doués de libre arbitre et qui seraient exclus du pouvoir politique, pas moins démocratique. C'est une illusion, mais en elle-même, elle est démocratique, en dépit des ruses, de la tromperie. Au seulement sans pratique, n'en est pas moins démocratique. C'est une illusion, mais en elle-même, elle est démocratique, en dépit des ruses, de la tromperie. Il faut seulement s'entendre sur ce qu'on entend par démocratie. Alors, je définirais pour mon propos la démocratie comme la déclaration universelle des droits des fils contre le bon plaisir du Père de droit divin. Et donc, en contrepoint d'un principe théologico-politique. Le mot démocratie définit le pouvoir des frères qui discutent et s'accordent entre eux, et ce vocable de démocratie ne programme en rien la justice, l'humanité et d'autres bons sentiments. Athènes était esclavagiste et n'en était pas moins démocratique comme Rome pendant un temps. Et il a existé de nombreuses démocraties de ce type au cours de l'histoire, c'est-à-dire l'agora des frères qui se décident entre eux, qui décident surtout qu'il faut couper la tête à celui qui prétend commander. Chez les Cosaques, chez les Indiens, en Polynésie, il y a eu ce type d'organisation démocratique où tous décident entre frères. Aux États-Unis, où les frères qui dirigent sont des riches potentats
qui se passent le pouvoir entre eux. Au fond, ils font la même politique. Au bout du compte, ils font la même politique, c'est-à-dire une politique intérieure qui ne change pas sur l'essentiel et une politique extérieure épouvantable. Eh bien, je dirais que les USA n'en sont pas moins une démocratie. Et la France, qui vit dans une injustice sociale flagrante, qui a commis d'innombrables crimes contre l'humanité en Afrique et qui continue au Moyen-Orient, eh bien, n'en obéit, elle aussi pas moins, à un principe démocratique. C'est-à-dire que le rôle de la discussion entre frères, entre les frères, la classe des frères qui dirigent, qui entraîne dans ce mouvement les frères qui sont dirigés, n'en reste pas moins que ça reste un enjeu démocratique dont les sanctions, c'est-à-dire les élections, jouent le même rôle que la guillotine au beau jour de 1789 à 1795, avec le retour en force de Napoléon, premier des populistes français de droite. Alors, pourquoi y a-t-il ce mouvement, un mouvement de balancier extraordinaire, vraiment très visible dans l'histoire française, hein, c'est-à-dire le triomphe des frères et le retour du père. Vous avez ça, 1789, 1848, 1870, 1936, 1945, 1968, et dans une certaine mesure, aussi l'élection de Mitterrand en 80, si ma mémoire ne me trompe pas. C'est un 81, je me trompe, oui. Donc c'est un mouvement de pendule, un mouvement pendulaire qui est vraiment, je veux dire, c'est une observation pour le moment, je n'en tire pas de théorie, mais observation, je dirais, ce pendule est la pendule de Chronos, c'est-à-dire le père primitif qui marque le temps humain entre meurtre et rédemption. Donc, sous ce pendulaire de Chronos, eh bien, un bras de fer constant oppose le peuple à qui? À lui-même, au fond, à lui-même, jusqu'à aujourd'hui, parce que le peuple n'est pas une entité idéale dont le jugement serait toujours juste, parce qu'il n'a rien à perdre que ses chaînes. Il faut bien dire qu'ils le font toujours prêts à trahir dès qu'ils sont au pouvoir. Il faut bien dire qu'ils le font toujours. Trahissent pour le plaisir de devenir à leur tour des oppresseurs dès qu'ils le peuvent. C'est vraiment plus fort qu'eux. Hein. Je veux dire, dès qu'un fils incarne le père, un père ressuscité, il faut qu'il trompe, il faut qu'il fasse le mal. Semble-t-il que le politique, c'est l'inconscient, comme a pu le dire Lacan. C'est une confrontation au père primitif, c'est-à-dire au père primitif. Je veux dire par là que le complexe d'Oedipe n'arrive jamais à en finir avec le père primitif. Le complexe d'Oedipe en finit seulement avec le papa de la réalité. Je veux dire, le père primitif, pour Freud, et pour tous ceux qui écoutent la banalité de l'hystérie, c'est ça, c'est le traumatisme sexuel. Le père originaire est un sodomite, et il a été propulsé politiquement comme clé de voûte par une hallucination collective. C'est-à-dire, il figure une projection du père primitif. C'est pour ça, me semble-t-il, que le politique, c'est l'inconscient, comme a pu le dire Lacan. C'est une confrontation au père primitif, c'est-à-dire au père primitif. Je veux dire par là que le complexe d'Oedipe n'arrive jamais à en finir avec le père primitif. Le complexe d'Oedipe en finit seulement avec le papa de la réalité. Je veux dire, le père primitif, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est parce qu'il y a deux pères, comme vous savez, comme dans la pièce de Sophocle, il
il y a un premier père qui essaye de tuer son fils, de le sodomiser, j'ajoute pour mon titre. Et ensuite, il y a le papa éducateur. Avec lui, on peut toujours s'arranger. Mais du coup, le père primitif, lui, il est toujours là. Donc, à quoi ça sert l'élection, la projection hallucinée d'un père primitif à la tête du socius? C'est quoi? C'est lui donner un nom, c'est l'élire, lui donner un nom et donc pouvoir ensuite le dégommer. Ça, c'est bien. Voilà. Voilà. Donc, ils disent beaucoup, mais qu'est-ce que je veux dire? Ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'il est confronté à ce souverain duplice, le peuple est lui-même divisé. C'est-à-dire, il est divisé entre son amour du père et, je dirais, le fait de vouloir le dégommer. C'est-à-dire, c'est un sentiment profondément ambivalent qui commande le mouvement de balancier entre populisme de droite et populisme de gauche. S'il était toujours idéalisé, eh ben, le peuple aurait toujours raison. Et les locataires du trône auraient toujours tort. Ça, c'était la pensée de Robespierre, qui voulait inscrire le droit à l'insurrection dans la Constitution. Donc, en réalité, le peuple est divisé contre lui-même. Il est divisé contre lui-même par j'emploie ce terme freudien pour le mettre en valeur, par la Vatersehnsucht, l'amour du père, un amour vraiment irrédentiste, c'est pas la peine, on ne peut pas en finir, et qui a pris un essor incroyable au XXe siècle, avec toute une sorte de petit père, toutes sortes de fascisme, et ça tout à fait indépendamment de l'idéologie des structures, et même de leur mode de production, puisqu'on peut dire que Staline a trempé dans la combine lui aussi. Donc on peut voir que c'est un mouvement, je dirais, de fond. Et c'est un mouvement de fond, et je dirais que c'est aussi une indication de l'espèce de dévoiement, d'erreur économiste de Marx, qui a négligé la force de la religion et de la Vatersehnsucht. Voilà, donc c'est sur ce fil de l'ambivalence que le mouvement de balancier a son motif sexuel. J'en viens à mon titre. Les frères s'imaginent avoir le pouvoir par devant quand ils votent, tandis qu'ils se font sodomiser par derrière tout de suite après. Et on peut parier qu'une bonne partie d'entre eux adorent ça. Ils aiment ça tant qu'ils leur aient promis de faire pareil avec les étrangers, avec les Noirs, avec les Chicanos, qui vont pouvoir se payer des armes de guerre pour tirer dans la foule, faisant plus des guerres qui font des centaines de milliers de morts. Parler de guerre diffuse, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette idée que Christian a soutenue hier. Voilà, c'est en quelque sorte une sorte de scène primitive en continu qui se joue hallucinatoirement, j'insiste, hallucinatoirement. Ça veut dire que c'est une projection hallucinatoire. Il faut qu'il y ait quelqu'un à cette place qui réclame des psychotropes même, qui réclame des drogues qui sont d'une consommation extraordinaire aux États-Unis et ailleurs, et les psychotropes aussi, avec maintenant la légitimation des neurosciences, d'où mon engagement personnel pour ce qu'elle recouvre. C'est-à-dire la science, rien n'est plus subjectif que la science. Elle promet la même chose que le Messie, c'est-à-dire le paradis sur terre, quant au mouvement qu'il apporte. Autre chose, c'est ces résultats qui peuvent être objectifs. Mais le mouvement du scientifique, ce sont des religieux qui s'ignorent, je veux dire par là, qui sont portés par une idéologie dont l'idéologie neuroscientifique tout à fait distincte des neurosciences elles-mêmes. Il y a donc tout ça qui n'est absolument pas réductible à des intérêts financiers, qui soient directs ou par lobbying. Ça existe sans doute, mais ce n'est pas ça qui est au premier plan. Parce que
l'argent n'est pas que l'argent. 5 minutes. Je voudrais dire quand même l'essentiel de mon propos, parce que j'y suis pas encore, en 5 minutes. L'argent est lui aussi un cache-sexe. L'argent n'est que l'un des avatars de cette équation qu'écrivit Freud. Argent égale fesses égale enfant égale phallus. C'est une métonymie qui se déplace à cause de l'angoisse provoquée par le rapport sexuel dont les monothéismes nous ont annoncé qu'il ne faut pas s'inquiéter, que ça n'existait pas. Voilà. Voilà. Donc l'argent, dans cette équation, il sent la merde et il fait bander. Voilà. Hein? Et c'est bien parce qu'il est hanté par la sodomie, par cette sodomie que Dieu foudroya à Sodome, et qui a rejeté les homosexuels dans le camp des opprimés, parmi les opprimés, et ça pendant plus de qu'est-ce que je raconte, plus de 5 ou 6 millénaires, je ne sais pas combien on en est. Hein, voilà. Puis cet argent, il peut payer aussi les prostituées, ça a été une de ses premières fonctions. Hein. D'ailleurs, Freud aurait mieux fait d'écrire or plutôt que argent, parce que l'or, ça a d'abord été le bijou offert aux femmes, les dots pour acheter les femmes, pour les prostituer, en effet, pour payer la prostitution. C'est la valeur fiduciaire de l'or depuis le début. Pourquoi l'or est bloqué dans les banques centrales et est, fiduciaire le dit, l'objet d'une foi. C'est bien parce qu'il a ce fondement, ce point d'appui sur ce qui est offert aux femmes et dévoyé. Ce qui met les femmes, je dirais, en avant-garde, elles aussi, comme on le voit aujourd'hui. Ce sont elles qui, les premières, ont manifesté contre Trump aux États-Unis, par exemple. Voilà. Les prolétaires, eux aussi, pourraient dire « Me too » ou bien « Balance ton porc ». Voilà. C'est-à-dire qu'eux aussi sont féminisés par les capitalistes. Voilà. Et Marx et Engels y ont pensé de l'origine de la famille, de la propriété et de l'État, quand ils ont écrit que les premières à être opprimées, ce furent les femmes. Et puis ils ont laissé tomber cette idée pour mettre en avant la comptabilité de l'argent en négligeant la dimension sexuelle. Ce qui intéresse le capitaliste, ça ne se réduit pas à gagner de l'argent. Pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est le sadisme, c'est faire le mal, c'est ça. Faire la guerre, détruire. Voilà. Donc ils ne pensent pas du tout à l'argent comme premier objectif. L'argent ne leur sert qu'à exercer leur sadisme. Et c'est aussi, je dirais, l'erreur de Lénine, on peut dire, qui voyait dans l'impérialisme le stade suprême du capitalisme. Les dépenses guerrières de l'impérialisme sont des destructions épouvantables. Il n'y a qu'à penser à 14-18, par exemple, le nombre de gens qui sont morts. Voilà. Donc, voilà, j'ai parlé du retour de balancier historique fondé sur la Vaterssehnsucht. Cette Vaterssehnsucht, son point d'appui, c'est quoi? C'est l'angoisse de la sodomie paternelle. C'est ça. C'est le motif des religions. Pas de rapport sexuel avec le père. De toutes les bonnes nouvelles allant dans ce sens-là, c'est le centre de la structure. Hein, je veux dire. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin parce que ça fait déjà beaucoup. Voilà. Oui.